Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Eh bien, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour cette série de webinaires en partenariat avec Jobs That Make Sense, donc la plateforme incontournable pour trouver un job dans l'impact. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Siriki, salut Clara. C'est aujourd'hui le jour tant attendu, l'ouverture de cette semaine des webinaires carrière RSE. Et on ouvre le bal avec notre invitée, Emmanuelle Lallet. Bonjour à toutes et à tous. Fondatrice de Talent et Impact, coach de dirigeants et dirigeantes et experte en stratégie RH et recrutement engagé. Je suis accompagnée également de Mohamed Benachour. Bonjour à tous. Responsable des admissions chez Indigo. Donc, il accompagne les futurs apprenants et apprenantes tout au long de leur parcours d'inscription. Donc, en veillant à sélectionner des profils motivés et engagés, prêts à faire la différence dans la RSE. Donc, nous allons passer environ 45 minutes ensemble. On va essayer de respecter les délais, mais comme c'est le premier webinaire, il y aura beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent encore. Christelle, Fiona, Géraldine, Sally. Juste avant, un petit mot donc, sur Indigo. Donc moi, je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo. Moi-même, j'ai été en reconversion, puisqu'avant, j'étais plus de 10 ans dans les achats et responsable commercial, avant d'être responsable RSE au sein de la SNCF et de rejoindre Indigo pour, à mon tour, accompagner les professionnels à se former aux enjeux RSE. Donc, Indigo, c'est l'école de la RSE depuis 4 ans. Nous accompagnons des profils qui ont envie de devenir consultants ou chefs de projet, de verdir leur métier ou simplement de travailler dans une entreprise à impact. Donc, comment, grâce à une formidable formation sur 2 mois, en cours du soir, donc totalement cumulable avec un job, 2 fois par semaine, plus 2 jours en physique ici dans notre campus à Paris. Donc, vous apprendrez auprès d'experts terrain, des responsables RSE, des consultants carbone, et des éco-concepteurs qui vous transmettront leurs méthodes et leurs expériences. Donc, concrètement, vous travaillez sur des outils et des méthodes concrètes pour prendre les rênes de la RSE. Et nous, on vous apporte les connaissances donc, nécessaires pour être légitime et avoir une analyse critique pertinente. Donc, se former dans un cadre comme le nôtre, c'est aussi prendre ou reprendre confiance, puisqu'on travaille sur les soft skills à avoir pour assumer avec confiance la posture de change maker et savoir orchestrer les équipes impliquées à la perfection. Bonjour encore à ceux qui nous rejoignent. Et donc, au-delà des cours, vous bénéficiez de notre réseau, donc les alumni, et pas que les alumni d'Indigo, tout le campus Maria School, puisqu'on a aussi une partie B2B, B2C, donc c'est des milliers d'apprenants. Nos partenaires, les intervenants, vous bénéficiez également des événements en présentiel ou en ligne, comme ce webinaire, et les accompagnements carrière avec nos partenaires comme Jobs That Make Sense, ou encore un accès à Gaia Connect pour discuter avec des coachs et experts de votre projet professionnel. Donc, en bref, c'est une formation très concrète, très complète. Je vous invite à télécharger la brochure et à prendre rendez-vous avec Mohamed. Donc, si tu peux leur partager ton lien, la brochure en commentaire, Mohamed, serait top. Et bonjour encore à ceux qui nous rejoignent. On est nombreux aujourd'hui, c'est trop chouette. Donc, on le sait, changer de cap vers un métier à impact, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On se heurte souvent à un manque d'informations, de soutien, et on traverse une phase remplie de doutes et de questions. Est-ce que je me lance? Si oui, comment? Quelles sont mes limites, mes ressources? Et si vous êtes là, c'est que vous vous posez probablement toutes ces questions. Donc, c'est justement l'objectif de cette semaine, vous aider à structurer votre réflexion et à passer à l'action grâce à un webinaire par jour jusqu'à jeudi. Donc, aujourd'hui, nous allons poser les bases de votre feuille de route que vous pourriez utiliser tout au long de cette semaine et bien après, bien sûr. Je vous ai préparé dans le cadre de cette semaine de webinaire une petite fiche d'introspection. C'est une sorte de mini boussole
pour vous aider à définir votre projet professionnel. Mes moments d'accomplissement, où est-ce que j'ai pris plaisir à travailler, où est-ce que mon talent a été reconnu, comment tester mon projet avec des actions concrètes, mon auto-évaluation. Donc, si vous voulez un vrai accompagnement pour aller plus loin, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Emmanuel. Et en attendant, je vous partage ce petit fichier d'introspection ici sur le chat. Voilà. Vous pouvez prendre le temps de le compléter au fur et à mesure des webinaires si vous comptez tous les suivre cette semaine. Juste, est-ce que parmi vous, certains ou certaines savent déjà où ils en sont dans leur projet, donc pour vous former à la RSE? Je vous envoie un petit sondage. Voilà, si vous avez déjà identifié un petit peu où vous en étiez, si vous souhaitez vous former. Je vous laisse une petite minute et après, on va se lancer. Ok, donc beaucoup y réfléchissent. Trop chouette, ok. Il nous reste quelques secondes. Merci encore à tous ceux qui nous rejoignent. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Prêt à clarifier votre projet, identifier vos forces? On y va. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté ce webinaire. C'est vraiment chouette de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter, tout simplement, présenter ta mission? Merci Émilie, je suis ravie d'être avec vous. Je pense que ce qu'Indigo fait, c'est essentiel dans le monde actuel et pour accompagner toutes les personnes désireuses de se former sur ces sujets-là. Moi, j'ai créé Talent et Impact il y a 5 ans. C'était un prolongement assez naturel de ce que je faisais avant. Avant ça, j'avais travaillé une dizaine d'années en cabinet de chasse. En gros, pendant 10 ans, j'ai recruté pour la banque assurance, entendue dans son sens large. Donc, ça allait des mutuelles au fonds d'investissement. Et puis, progressivement, je me suis demandé comment j'allais pouvoir allier ma passion du recrutement et mon besoin de me sentir utile. Là, on est en 2019 et puis j'ai eu plusieurs déclics à ce moment-là et j'ai proposé à mes boss de créer une offre intérêt général et impact. Et j'ai eu la chance qu'on me laisse cette opportunité-là. Donc, j'ai fait 1 an d'intrapreneuriat. Et ensuite, en 2020, j'ai eu envie et besoin, en plein Covid, d'aller au plus proche de mes valeurs et de mes convictions. En l'occurrence, moi, je pensais vraiment que j'étais pas faite pour entreprendre. Donc, ça m'a aussi permis de découvrir que entre parfois les croyances limitantes qu'on a et qu'on a souvent, notamment parce que l'environnement familial ou professionnel dans lequel on évolue nous a pas permis d'explorer d'autres choses. En fait, j'ai découvert que non plus seulement je pouvais entreprendre, mais surtout prendre beaucoup de plaisir à entreprendre. Et j'ai créé Talent et Impact. On fait principalement à la base de la chasse de tête de dirigeants pour des organisations engagées. Donc, je recrute aussi bien pour des assos, des fondations, des ONG que pour tout l'écosystème des entreprises engagées. Et puis, en plus du recrutement, on fait aujourd'hui, en fait, on a mis du temps à le développer. On l'a développé de manière complémentaire parce qu'on s'est rendu compte qu'en plus du recrutement, il fallait qu'on aide les organisations à faire évoluer leurs pratiques RH et managériales. D'où le fait qu'aujourd'hui, on fasse aussi du conseil et du coaching sur ces sujets-là. Ok, très chouette, merci beaucoup. Je me permets de mettre ton lien LinkedIn. Oui, très bien, merci. Je le cherche, je vous le mets tout de suite. Hop. Et voilà, je vous le mets dans le chat. Bonjour Amina. Je viens de voir que tu nous avais rejoint. Merci beaucoup pour cette présentation, Emmanuel. Maintenant, pour commencer à clarifier et structurer votre projet, est-ce que tu pourrais répondre à la question de pourquoi est-il essentiel de partir de soi pour construire son projet pro?
Oui, bah oui, essentiel en effet. Or, c'est vrai qu'en France, on nous apprend pas toujours ni à réfléchir à soi, ni même à se dire en fait, à avoir conscience que ce qui fait qu'on va s'épanouir professionnellement, c'est avant tout d'avoir trouvé ce qui nous convient, à la fois par rapport à notre manière de fonctionner, donc qui on est, comment est-ce qu'on fait les choses, mais aussi de quoi est-ce qu'on a besoin en termes d'environnement de travail, de taille d'entreprise, de personnes avec qui on va échanger. Et donc, c'est vrai que le préalable à toute transition ou reconversion professionnelle, c'est vraiment ce travail d'introspection pour finalement repartir un peu de tout ce qui compose notre vie jusqu'à présent et essayer d'identifier les moments où on a été le plus heureux, le plus épanoui, où on a pris le plus de plaisir, où on était le moins fatigué. Parce que parfois, on peut faire énormément de choses dans une journée ou dans une semaine en n'étant pas du tout fatigué. Et ça, c'est un super indicateur de, en fait, dans ces moments-là, c'est que je suis vraiment dans mon flow ou dans ma zone de talent, enfin, dans ce qui est vraiment naturel pour moi. Et en fait, c'est ça qu'il faut analyser pour ensuite se diriger vers le métier, les métiers et les organisations qui nous correspondent. Et selon toi, quels sont les premiers signaux qui indiquent un métier RSE est fait pour nous? Alors en fait, les métiers, enfin la RSE, c'est extrêmement vaste. Et donc, se pourrait-il qu'il y en ait à peu près pour tout le monde? Quand je dis à peu près pour tout le monde, c'est que en fait, il y a des métiers extrêmement techniques, pointus, où on va vraiment être focus sur des missions peu transverses en fait, mais plutôt des missions d'experts. À contrario, il y a beaucoup de postes RSE où on est justement extrêmement transverse, avec un rôle parfois de coordination et d'autres fois de médiation. Donc là aussi, c'est pas les mêmes tempéraments et les mêmes soft skills que on sollicite. Il y a des postes à responsabilité, il y a des postes dans des cabinets de conseil. Et donc en fait, je pense que là encore, c'est important de regarder à partir de ce qu'on a fait et de ce qu'on aime faire, quel type de métier dans la RSE pourrait nous convenir. En tout cas, je pense que un dénominateur commun à tous les métiers de la RSE, c'est d'une part d'être capable d'évangéliser. Alors, qu'est-ce que j'entends par évangéliser? La plupart des gens aujourd'hui ont encore besoin de découvrir ou d'être sensibilisés, d'apprendre. Et donc, clairement, pour que ça marche, il ne faut pas du tout être dans une posture de moralisateur ou de critique, mais au contraire, de savoir soutenir, donner envie, être patient. Et donc ça me semble être un peu les soft skills qui sont communes à la plupart des métiers RSE. Merci, ça fait du bien d'entendre ces messages, justement. Parce que c'est important la façon dont on apporte ces messages aussi, d'être pédagogue. Comment identifier son niveau d'engagement? S'impliquer dans une asso, intégrer un métier à impact, transformer son poste actuel? Oui, là encore, c'est éminemment personnel. En fait, ça dépend d'un certain nombre de choses. Ça dépend déjà de son moment de vie, en fait, parce qu'il y a des moments de vie où on peut ou pas prendre le risque d'avoir une période de recherche plus ou moins longue, avec donc du coup parfois une perte de salaire plus ou moins importante. Parfois, bien souvent une reconversion du secteur privé vers l'associatif, ça se traduit par une baisse de salaire qui peut être importante. Donc là encore, il y a des personnes qui peuvent se le permettre et d'autres non. Faut aussi, quand je parle de moments de vie, c'est aussi des moments de vie où il faut se sentir en forme, avoir de l'énergie, parce que quand on change de job, ça demande quand même d'être un peu dans l'inconnu, voire un peu insécure pendant un certain temps, et puis de faire ses preuves. Et il y a des moments où c'est plus facile de faire ses preuves qu'à d'autres, et donc il faut quand même se sentir suffisamment en confiance et bien pour se dire que c'est le bon moment.
Et puis, il faut aussi analyser finalement les raisons pour lesquelles on se pose toutes ces questions-là. Il y a peut-être en effet des choses à faire dans son entreprise directement, notamment quand on se sent bien avec les personnes dans la boîte, mais que c'est juste finalement nos tâches du quotidien. Peut-être que ça, on peut trouver le moyen de les faire changer. En revanche, quand c'est vraiment l'environnement dans lequel on évolue ou au quotidien, on n'est pas content d'aller bosser parce que parfois on peut aimer les tâches qu'on fait au quotidien, mais l'environnement autour ne nous correspond pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux quitter cet environnement pour trouver celui qui va nous permettre d'être mieux. Et quels sont les pièges courants à éviter quand on veut se reconvertir dans la RSE? Je dirais que le piège le plus courant, et d'ailleurs RSE ou non RSE, c'est d'avoir la sensation, d'avoir envie de tout jeter à la poubelle, de se dire non mais je veux plus rien de tout ça, la page blanche, je repars de zéro. En fait, je pense que c'est assez dangereux pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup le risque, c'est de se retrouver un peu en vulnérabilité, parce que si tout est nouveau, on n'a plus vraiment de repères, on n'a plus de points d'appui, et les points d'appui, c'est quand même important dans la vie. Même si à un moment donné, on a envie de tout mettre derrière soi, faut pas oublier qu'en général, on a quand même eu des moments qui étaient positifs. Et justement de repartir sur ce qui nous a fait du bien, ce qu'on a aimé faire, ce dont on est fier. C'est aussi non seulement un indicateur sur ce qu'on pourrait aimer faire ensuite, mais c'est aussi de se dire que c'est ça qui potentiellement va nous donner confiance pour la suite. Or, quand on prend un job, pouvoir se sentir légitime, notamment parce qu'on a déjà fait certaines choses, qu'on est déjà en confiance sur certains aspects, ça permet quand même de rendre la transition ou la reconversion plus facile. Donc ça, c'est des essentiels. Et enfin, le troisième point, c'est que ça m'appartient, mais moi, je suis plutôt partisane des petits pas que du grand écart. Ça ne veut pas dire que, in fine, on n'aura pas réussi à faire le grand écart, mais que le grand écart, d'un coup, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Et je pense que la plupart des gens ne savent pas le faire. Et donc, c'est a priori plus écologique pour soi de faire des petits pas. Oui, ça demande beaucoup plus de temps, d'investissement, de se reconvertir complètement. Et puis, comme tu dis, tout n'est pas à jeter. Au contraire, il faut capitaliser sur toute l'expérience, tout ce que vous avez pu apprendre pendant ces années-là. Votre réseau, même s'il n'est pas que dans l'impact, il est super important aussi. Et comme tu l'as dit, ça te permet aussi de savoir identifier vers où vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous spécialiser. C'est vraiment important de ne pas sauter le grand pas directement, parce que vous pouvez vous épuiser plus rapidement. C'est aussi peut-être plus de sacrifices, parce que ça va vous demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, peut-être au niveau financier aussi. Alors que si vous arrivez à capitaliser sur vos compétences transférables, vous n'aurez pas spécialement de sacrifice salarial, bien au contraire. Nous, on l'a vu chez Indigo, on avait une personne qui s'est formée, qui était en marketing, parce qu'elle voulait justement se former pour un poste 100% RSE ou dans l'impact. Elle a commencé en fait tout simplement par verdir ses messages, les briefs pour les agences de communication en fait. Avant, donc ça lui a fait une première expérience en plus. Ça lui a permis d'avoir un peu plus de sens dans son travail actuel, d'être aligné avec ses valeurs, et ensuite pouvoir bifurquer sur un job 100% impact. Ouais, et chaque étape, en fait, elle est essentielle aussi pour mûrir son projet, et puis pour dessiner son propre chemin. Il n'y a pas de voie toute tracée. Chaque personne a son chemin, et c'est vraiment chaque petit pas qui permet de trouver le bon chemin pour soi. Un petit exercice pour vous en ligne. Alors, j'aimerais savoir quel est aujourd'hui quel niveau vous souhaitez vous engager. Vous pouvez répondre donc une réponse entre la A, la B, la C et la D. Est-ce que je veux intégrer des valeurs RSE dans mon métier actuel? Est-ce que je veux changer de poste dans mon entreprise pour aller vers la RSE? Je veux me reconvertir totalement vers un métier RSE. Donc là, encore une fois, on parle de RSE, mais c'est aussi impact. Je veux m'engager dans une asso ou un projet à impact à côté de mon job. Voilà, pour savoir un petit peu où vous en êtes.
Ok, je veux reconvertir totalement vers un métier RSE. Ok, trop chouette, trop bien. Ok. Bon, sachez qu'on a des alumni justement qui viennent de trouver des postes en responsable RSE, je venais de t'en parler, Manuel. Donc ça tombe bien. Ok. Donc quand même beaucoup qui veulent se reconvertir complètement, hein. A et B pour Fiona. Ok. Donc on a parlé un petit peu des freins pour s'orienter plutôt, totalement vers un métier RSE si on était loin. Effectivement, si vous êtes boulanger de base, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Par contre, si vous avez déjà des compétences transférables, un chefferie de projet, comme le mentionnait Emmanuel, dans la sensibilisation, la pédagogie, donc même dans la négociation, hyper important. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi justement à avoir le poste de responsable RSE, parce que c'est dans le cadre d'un appel d'offres pour la création d'une nouvelle filiale, parce que j'ai pu mettre du coup mes compétences commerciales au service de ce projet dans le développement durable. Encore faut-il que le secteur recrute. Alors, on en parle on en parle mercredi avec Fabien, mais c'est quand même positif. Est-ce que tu aurais un petit débrief, toi, par rapport à ce qui ressort le plus des freins, des opportunités dans les choix là, qui sont plus représentés? Boulanger, si en bio. C'est un peu différent. En fait, je pense que ça dépend tellement d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on veut aller. À nouveau, je suis assez convaincue que c'est... En fait, d'une part, je suis convaincue que tout le monde peut se reconvertir, que c'est possible pour tout le monde. À nouveau, il faut que ce soit le bon moment et puis il faut se poser les bonnes questions. Donc, il y a aussi un principe de réalité. Hein. Enfin, concrètement, c'est pas possible quand on a fait. C'est pas possible de devenir directeur RSE tout de suite, par exemple. Donc, c'est sûr qu'en fonction de là où on part et du niveau de salaire dont on a besoin, du niveau de responsabilité dont on a besoin, enfin d'un certain nombre d'éléments, on va pas se poser les mêmes questions. Maintenant, c'est pas parce que on gagne un certain niveau de salaire qu'on ne peut pas aussi gagner un certain niveau de salaire dans la RSE. Et d'ailleurs, un directeur RSE, même des responsables RSE peuvent avoir des niveaux de salaire qui sont très bons. C'est simplement que, voilà, en fonction de là où on part, c'est plus ou moins facile. Il y a bien sûr, la période de recherche d'emploi n'est pas une période toujours drôle. Et je pense que l'une des clés, c'est de réussir à rendre cette période la plus fun possible. Si on arrive à le faire de manière collective, et je pense que de se former, ça peut aussi permettre ça, c'est de rencontrer d'autres personnes et d'avoir finalement d'autres personnes qui, en même temps que nous, vont chercher un job pour créer peut-être une dynamique collective ensemble, se refiler les bons tuyaux, les opportunités qui ne conviennent pas. Ce que je voulais dire aussi, en fait, désolée, j'ai lu en même temps des commentaires, et donc j'ai pas dans les éléments, sur la période de recherche d'emploi. Et ensuite, c'est bien souvent, on est nos propres freins, en fait. Donc, c'est réussir. Moi, je pense que le plus grand des conseils quand on cherche un job, c'est de ne pas avoir d'a priori, en fait, de ne pas se dire, de ne pas essayer de penser à la place des autres, de pas parce que on ne sait jamais finalement comment une candidature va être analysée, on ne sait pas ce que la personne cherche exactement. Et donc, la recherche d'emploi, c'est vraiment une période où il faut être audacieux, oser et puis faire un maximum de rencontres. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Et alors, on a quelques questions pour savoir si c'est plutôt, il vaut mieux savoir quelles compétences clés sont nécessaires à un job RSE, savoir si nos compétences sont transférables ou s'il faut tout apprendre. Moi, je pense que si déjà tu as des affinités, tu t'intéresses à l'environnement social, tu dois forcément avoir déjà un petit peu de connaissances parce que tu t'enrichis, j'imagine, tu lis sûrement, tu regardes t'écoutes des podcasts, etc. Mais effectivement, c'est bien de savoir identifier ce qui t'anime. Déjà, toi, ce qui t'anime au quotidien, où est-ce que tu excelles, où est-ce que tu prends plaisir à faire et qu'est-ce qui peut être transférable. Tu peux commencer à regarder des annonces qui t'intéressent.
pour voir justement quelles compétences tu as. Et après, des fois, c'est juste une histoire de wording, hein, c'est juste une histoire vraiment de vocabulaire. Donc, tu peux réussir à faire ce lien-là. Aussi, des fois, c'est ne pas se fermer à un poste en se disant « je cherche qu'un poste de responsable RSE, je cherche qu'un poste de consultant RSE », parce que chaque entreprise a son propre vocabulaire et ne sait pas toujours où est-ce qu'elle en est en vrai. Par exemple, là, j'ai une alumni qui vient de trouver un job à la Poste. D'ailleurs, c'était pas un poste publié, hein. N'oubliez pas que 80% des postes ne sont pas publiés, donc d'où l'importance de se créer du réseau. Et la formation, ça vous aide à ça. Mais c'est de vraiment regarder les postes qui peuvent avoir, par exemple, du reporting. Alors, peut-être au départ, vous n'êtes pas trop collecte de données, etc. Mais là, par exemple, dans le cas de cette alumni, elle a réussi à... C'est une création de postes pour une création de service. Donc, au départ, elle est recrutée pour tous les bilans RSE. Mais clairement, c'est envisageable de faire beaucoup plus de choses au sein de ces services parce que c'est une création de service. Donc, il ne faut pas non plus se fermer complètement. Ça peut être un tremplin aussi au départ. Voilà, c'était juste le message que je voulais faire passer en plus. Et Bac+2, alors ça aussi, c'est pareil. C'est difficile, mais avec de l'expérience en écologie. Bah, déjà, c'est un bon point d'avoir de l'expérience en écologie si tu veux te lancer dans ces métiers-là. Il faut savoir aussi que les entreprises vont toujours mettre Bac+5, c'est le maximum, donc elles veulent toujours le mouton à 5 pattes, et pour autant, c'est pas pour autant qu'elles refuseront un dossier avec un Bac+2, si tu sais bien te vendre. Je sais pas si mais Emmanuel, tu veux ajouter des choses par rapport à toutes les questions qu'on a? Sur le Bac+2, c'est sûr qu'en France, on a, traditionnellement, on se dit qu'un poste cadre, il faut forcément un Bac+5. Après, au bout d'un moment, il y a quand même une expérience qui fait office de diplôme. Donc, peut-être que dans des grands groupes, c'est impossible d'accéder à certaines fonctions sans avoir un Bac+5. Mais il n'y a pas que les grands groupes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de métiers dans la RSE qui ne nécessitent pas forcément un Bac+5. Hein. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire à partir de ça. Et en effet, il y a la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui peut permettre au bout d'un certain nombre d'années de valoriser l'expérience pour obtenir un diplôme, la certification Bac+4 ou Bac+5. Yann, t'excelles en informatique, mais tu sais que c'est super recherché en ce moment d'avoir des connaissances durables en informatique. Pour ne pas citer de nom, au sein de la SNCF, le directeur informatique ne savait pas ce que c'était la RSE quand dans une grosse boîte pareille. Donc, franchement, il y a du boulot. Hein. Et je parle tout le temps de ce rapport parce qu'il est super complet. Je vais essayer de vous trouver le nom. Tu sais, le rapport LinkedIn sur les compétences vertes. Comment il s'appelle? Green Skill Report 2024, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. LinkedIn 2024. Qui trace une tendance du marché sur les compétences. Et alors, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises sur les chiffres exactement, je ne les ai plus en tête, mais on sait que là, il y a un poste sur 2 qui seront recherchés en 2050. C'est sûr, ce n'est pas tout de suite, mais avec une dimension RSE, et que là, tout de suite, beaucoup de recruteurs peinent à trouver cette dimension RSE dans les métiers. De la Green IT, ouais. C'est une bonne idée, Yann. Ok. Trop bien, Delphine. Du coup, tu as regardé un petit peu la boussole que j'ai créée, je crois. Et comment tu identifierais justement les compétences transférables vers la RSE? On peut aussi faire le lien avec une question qui était: est-ce que vous allez nous parler du vocabulaire pour aider à formuler correctement nos CV, lettres de motivation, etc. Oui, en fait, je pense que dans la RSE, il y a quand même beaucoup de soft skills. Alors, bien sûr, hein, il y a certaines compétences techniques ou certains savoirs sur un certain nombre de sujets, mais ensuite, c'est beaucoup des soft skills. Et ça, les soft skills, la plupart d'entre vous les avez développés depuis que vous travaillez. Et la plupart des métiers de demain, qui potentiellement n'existent pas encore, seront des métiers avec principalement des soft skills à acquérir. Et là encore, je crois que chez Indigo, vous travaillez
travailler aussi un peu là-dessus, en Ouais. tout cas sur la prise de conscience des soft skills, parce que bien souvent, quand on sait faire quelque chose, on n'a même pas conscience qu'on sait le faire. Donc, c'est aussi en ça que le travail d'introspection est important, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait sans même s'en rendre compte, et ce qui veut dire qu'en fait, on a un niveau de maîtrise plus. Et donc, typiquement, pour parler de manière concrète sur qu'est-ce qui peut être transférable, ça peut être des compétences en gestion de projet, parce que quand on est en poste en RSE, bien souvent, on va mener des projets en s'appuyant sur des collaborateurs dans plein de services différents, donc le management fonctionnel aussi. On a parlé tout à l'heure d'évangélisation, et donc avec ça, il y a la pédagogie, le sens de la diplomatie, la capacité à fédérer. Tu peux enrichir aussi, Émilie, parce que je crois que tu connais pas mal de sujets, hein. Ouais, excuse-moi, j'étais en parallèle en train de répondre à Arnaud. Ouais, pour moi, dans les soft skills, effectivement, il y a plein de choses qu'on fait au quotidien, alors notamment dans la chefferie de projet, la planification, parce que quand on établit un diagnostic RSE et un plan d'action, par exemple, il faut savoir prioriser, il faut savoir parler le même vocabulaire que les dirigeants. J'aime le souligner souvent, mais surtout quand on a des valeurs fortes dans l'environnement et le social, forcément on est impliqué, et parfois on peut être frustré parce que notre agenda, c'est pas l'agenda de la boîte. L'entreprise, elle, c'est d'abord de performer. Bien sûr, elle peut avoir sa raison d'être et intégrer de la RSE, mais si vous travaillez dans une boîte, il ne faut pas oublier que de parler le même vocabulaire, donc c'est-à-dire le risque, parler image, concurrence, parler chiffre d'affaires, bien sûr, et ça, ça se travaille. Donc c'est un soft skill qui paraît simple, mais ça se travaille. Donc justement, au sein d'Indigo, à la fin, il y a les apprenants travaillent sur un cas réel d'entreprise. D'ailleurs, Yann, c'est un cas RH QVCT pour justement apprendre à pitcher un sujet RSE et RH au sein d'un COMEX, par exemple. Donc, il y a pour moi toute cette planification, ce travail de priorisation, on l'a dit aussi, de sensibilisation. Ça, mais aussi de savoir engager, donc c'est-à-dire pas engager que les collaborateurs, bien sûr en interne, parce que vous n'êtes pas expert de tout, donc vous allez devoir vous accompagner d'experts, que ce soit en externe, trouver les bons interlocuteurs, et en interne, rassembler et aller discuter avec chaque directeur de service, chaque chef, chaque métier, pour comprendre leurs problématiques et y intégrer justement de la RSE, et faire en sorte qu'après, ils se responsabilisent sur ces sujets-là. Donc, il y a tout ce travail, comme on le disait, pédagogique. Honnêtement, toutes les compétences comme ça que vous avez pu acquérir sont primordiales, en gros, dans la RSE, créer du lien, voilà, tous ces sujets-là. Lorsqu'on est Bac+5 en management de la RSE, qu'on a plus de 3 ans d'expérience dans ce domaine et qu'une fois qu'on recherche un CDI partout en France et dans le monde, on nous rabâche le manque d'expérience, comment on peut pallier à cela ? Je ne sais pas si tu travailles actuellement, Alexis, ou pas. C'est vrai que la difficulté, alors il y a ce truc-là de vraiment savoir se vendre pour montrer qu'on a l'expertise, mais la difficulté, effectivement, c'est d'avoir cette petite ligne d'expérience sur son CV, bien que tu l'as déjà en alternance. Du coup, partout en France, dans le monde, nous rabâche. Si tu travailles, par exemple, dans une asso, tu peux compléter, Emmanuel, mais travailler dans une asso, alors effectivement, c'est du temps en plus, mais tu vas vraiment mettre en pratique encore plus. Travailler dans une asso, et puis vraiment essayer de... Comment dire ? Tu mets les mots-clés que tu trouves dans l'annonce et tu trouves un lien avec ce que tu as fait dans ton expérience d'alternance, parce que 3 ans en alternance, pour moi, c'est un vrai CDI, en fait. Après, on peut toujours prendre contact ensemble et voir comment on peut trouver justement ce vocabulaire pour que tu puisses au moins décrocher des entretiens, si ce n'est pas déjà le cas.
Donc n'hésite pas à me contacter aussi sur LinkedIn. Est-ce que l'âge est un frein? J'ai 51 ans. Alors nous, justement, on a beaucoup de personnes entre 30 et 59 ans. Je n'ai pas eu encore quelqu'un de 60 ans. On a fait une table ronde avec Burdeo récemment qui nous a dit que pour les consultants au-dessus de 45 ans étaient plus recrutés pour leur seniorité, pour les postes plus généraux et notamment tout ce qui est conduite du changement. En dessous de 45 ans, on va demander plus d'expertise, enfin vraiment une expertise dédiée aux adaptations, etc. Mais je pense pas que ce soit un frein maintenant. Mais après, ça à titre personnel. Alexis, je suis ingénieur, j'ai fait 3 ans dans une entreprise de consulting. Ah oui, pour le coup, tu as fait beaucoup de choses, Alexia, pardon. Peut-être donner comme conseil en complément, parce que c'est vrai que la période de recherche d'emploi, comme on disait tout à l'heure, c'est pas toujours drôle et parfois ça peut être un peu décourageant. C'est d'essayer d'identifier 3 catégories de postes. Catégorie A, en gros, le job de vos rêves, dream job. Je vous souhaite de le trouver, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, catégorie B, un job qui vous donne envie. Vous n'avez pas forcément toutes les compétences. Après, il ne faut pas hésiter à postuler quand même parce qu'il faut savoir que parfois, dans les offres, c'est un peu une liste au Père Noël qui est faite et donc, vous ne savez pas comment est-ce que ça va être reçu. Mais donc, potentiellement, les gens ne s'attendent pas forcément à trouver tout. Et donc, ce serait dommage de ne pas postuler parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se mettent des barrières. Ouais. Souvent les femmes d'ailleurs, j'ai remarqué que les femmes, la plupart du temps, elles postulent pas si elles n'ont pas vraiment tout ce qui est écrit sur la job desk. Donc moi je vous conseille de postuler, vous n'avez rien à perdre. Mais donc catégorie B, donc tous les postes qui peuvent vous donner envie, c'est pas forcément le dream job, mais en tout cas voilà, ça pourrait vraiment vous plaire. Et puis catégorie C, les postes où vous savez que vous serez forcément recruté parce que vous avez fait, vous savez faire, du coup, vous n'avez pas forcément envie de refaire. Et en fait, dans votre recherche d'emploi, ça peut être bien quand même de postuler aussi parfois à des catégories C, pas pour prendre le job dont vous n'avez plus envie, mais pour avoir des process qui vont vous donner confiance et où potentiellement, ça va bien se passer. Potentiellement, vous allez avoir une offre que vous allez refuser, mais parce que en fait, quand on se prend des portes tout le temps, c'est un peu décourageant. Et du coup, voilà, pour avoir une dynamique qui change un peu. Voilà. Après, sur l'âge, c'est sûr qu'en France, on reste dans un pays où il y a quand même de la discrimination sur l'âge, assurément. Maintenant, je pense que le fait à 59 ans, 60 ans, 62 ans, de choisir de se former, je pense que ça témoigne aussi que à cet âge-là, on est ouvert d'esprit, on s'intéresse, on réussit à se former dans avec des formats qui sont plutôt innovants. Et donc, je pense que tout ça, si vous parvenez à le mettre en avant, ça peut aussi rassurer. Souvent, ce qui peut inquiéter sur les recrutements de seniors, c'est d'avoir une personne qui va pas trop savoir s'adapter. Je pense que ce parcours-là, il peut témoigner du fait que vous savez vous adapter. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a un peu moins de discrimination sur l'âge dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et sur les métiers de la RSE, en tout cas quand on a besoin de compétences, je pense que c'est quelque chose qui peut passer au second plan. Clairement. Merci Emmanuel. Y a-t-il des sites d'emploi dédiés RSE, Job à Impact? Je vous cite les plus connus. Vous avez Burdeo, qui est notre partenaire, Omeva, Jobs That Make Sense. Mais il y en a plein d'autres. Après, même sur les job boards classiques, LinkedIn, Welcome to the Jungle, vous en avez plein. Et en tout cas, je trouve ça très intéressant de dire continuez à postuler, même pas forcément toujours dans le secteur vraiment que vous voulez, parce que vous prendre des portes, c'est au bout d'un moment, forcément, c'est de l'ego, mais on perd confiance, on perd en légitimité. Donc effectivement, commencez au départ à postuler sur votre job à vous avec cette dimension RSE en plus.
ou en tout cas multiplier les métiers au départ, ça peut être hyper intéressant parce que vous peaufinez vos messages, votre discours au fur et à mesure. Et comme tu le disais aussi, de le faire en groupe, ça peut être intéressant et vraiment de parler de votre projet avec des amis proches, par exemple, qui ne sont pas forcément du milieu, ça peut vous rebooster. Enfin, moi, je sais qu'au départ, quand j'étais à votre place, j'étais un peu éparpillée. Du coup, le fait de pouvoir avoir du soutien en me disant mais non, mais là, tu perds trop de temps, postule à fond, vraiment, vas-y, postule, il faut au moins 20 annonces par jour minimum, etc. Parce que vraiment, je m'éparpillais beaucoup. Donc, juste le fait d'avoir cette épaule pour me challenger et de temps en temps qui prenait contact avec moi pour savoir où est-ce que j'en étais, ça m'a vraiment boosté. Est-ce que justement, vous pouvez me dire, partager dans le chat un projet où vous vous êtes senti fier? Et au passage, mettez vos LinkedIn, comme ça vous pouvez prendre contact les uns avec les autres pour parler de vos projets justement. N'hésitez pas, un projet en une ligne où vous êtes senti fier. Waouh, bravo Estelle, excellent. Dans l'élaboration de sa raison d'être, très chouette, un beau projet. Création d'une asso, ok, trop chouette. Mais n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des projets justement qui vous intéressent, Clean Up Day en agglomération lyonnaise avec mon entreprise. N'hésitez pas à mettre une fois de plus votre lien LinkedIn pour échanger les uns avec les autres. Comment on évite le syndrome du grand écart et avancer petit pas par petit pas justement? Typiquement, c'est le grand écart, c'est quand on change de secteur, de métier, parfois de ville. Donc, c'est garder dans l'aventure suivante un minimum de points d'appui pour que tout ne soit pas nouveau et qu'on ait quand même certains éléments. Ça peut être une typologie de mission. Par exemple, je suis responsable marketing dans une boîte classique, je vais être responsable marketing dans une boîte engagée. Si on reprend la RSE, ça peut être devenir chargé de RSE ou responsable RSE dans le même secteur d'activité qu'on connaissait. Voilà, en tout cas, c'est pas tout changer en même temps. Ok, donc ce serait ça vraiment l'incontournable pour un bon plan de transition vers ce domaine-là. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens qui réussissent à faire le grand écart, mais en tout cas, d'une manière générale, c'est aussi continuer à explorer, parce que je pense qu'une transition professionnelle, c'est quand même beaucoup de l'exploration. On va découvrir des métiers nouveaux, on va découvrir des personnes nouvelles, on va découvrir des manières de penser et de fonctionner qui sont différentes. Et donc, aller à des événements, s'imprégner, en fait, tout ça, ça va nous faire cheminer. Et donc, peut-être qu'au début, on va… et puis, c'est aussi en testant, en fait, potentiellement, vous allez tester quelque chose, vous allez dire, tiens, c'est marrant, mais finalement, ça me plaît pas trop, mais ça va vous donner envie de tester autre chose. Et donc, à nouveau, je pense que c'est plus facile de tester les choses qui sont pas trop éloignées de ce qu'on fait aujourd'hui ou de ce qu'on est, que prendre, je sais pas moi, le chemin, faire un demi-tour et aller sur un chemin totalement inconnu. Et quel dernier conseil tu donnerais à ceux qui ne se sentent pas légitimes dans ce domaine-là? De le travailler. Ce fameux syndrome de l'imposteur, par exemple, qui est un syndrome beaucoup plus féminin que masculin. En fait, ça se travaille. Ça peut être avec un coach, ça peut être avec un psy, mais en tout cas,
Et puis, je pense que le fait d'être sur des petits pas, ça peut aussi aider à se sentir plus légitime parce que, voilà, je sais que j'ai fait ça et comme je l'ai fait, que j'ai été reconnue, je peux me dire que ça va fonctionner un peu pareil. Mais donc, c'est repartir aussi de vos fiertés, de vos réalisations, des moments où vous avez reçu des compliments pour booster un peu son ego. Mais si vous avez un vrai sujet qui revient sur la légitimité, c'est quelque chose qui se travaille très bien avec un coach, par exemple. Et vous formez. Et vous formez, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais en effet, tout ce qui va vous permettre de gagner en confiance en soi. Après, il y a des personnes qui se forment et qui vont pas se sentir plus légitimes non plus. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de travailler, c'est si en fonction du constat que vous faites vis-à-vis de ça, quoi. Alors, petit exercice pour votre roadmap, parce qu'une reconversion, ça peut être long. Il faut compter entre 1 an et 3 ans en fonction de votre maturité de projet. Ça, c'est une petite roadmap en 1 an. Donc, vous vous retrouvez dans le fichier que je vous ai envoyé au départ. Avec court terme, une action à réaliser, moyen terme, une démarche concrète et l'objectif final à 1 an. Donc, vous pouvez reprendre le fichier que je vous ai envoyé pour vous aider dans cette roadmap. Avant de prendre les dernières questions, je voulais juste vous refaire un petit point sur la promotion qui débute au mois d'octobre. Si tu peux prendre la parole. Ouais, bien sûr, je peux prendre le relais pour que justement les participants puissent mettre un nom sur un visage. Alors, la prochaine promo, justement, elle commence la semaine prochaine, du 6 octobre au 16 décembre. Donc, on est toujours sur un rythme de formation hybride. Ça représente à peu près 10 semaines. Où vous avez le premier jour et le dernier jour en présentiel dans nos locaux à Paris de 14h à 18h. Ça peut se faire à distance justement pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. On s'adapte chez Indigo. Et tout le reste se fera à distance. Donc, des visioconférences tous les mardis et les jeudis de 18h à 21h où là, justement, vous allez surtout travailler sur des cas pratiques concrets qui sont directement inspirés du quotidien de responsables RSE, d'éco-concepteurs, par exemple. Il y a différents types également de financement possibles. Vous avez l'OPCO si vous êtes en poste. Vous avez votre compte CPF. On est certifié Calliope. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mobiliser votre compte CPF. La formation est certifiante. On vous prépare à la certification qui est mener une politique RSE en entreprise, qui équivaut à un niveau 6, donc Bac plus 3, Bac plus 4. Voilà, je vous ai mis le lien de mon agenda en tout début de conversation, mais je vais vous le remettre dès à présent. Comme ça, vous pourrez réserver un créneau si vous souhaitez qu'on échange. N'hésitez surtout pas, on se tient à votre disposition et on serait ravis de connaître votre parcours et voir si la formation peut répondre à vos objectifs, justement. Merci Mohamed. C'est normal. Alors, juste dernière petite chose. Donc, je vous ai renvoyé aussi la petite fiche d'introspection. Comme je vous le disais, Emmanuel peut vous aider dans ce coaching aussi. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je vous ai envoyé son LinkedIn. Je vous le remets si besoin. N'hésitez pas à renvoyer vos dernières questions avant qu'on se quitte sur le chat. Je vous remets le profil. Il faut demander un accès. De toute façon, on va vous le renvoyer aussi par mail. C'est bizarre, pourtant vous y avez accès. En tout cas, faites-moi la demande s'il y a besoin d'un accès. Et moi, je vous le... Ah ouais, ok. Je vous valide. Je vous valide la fiche. C'est bizarre, il y en a qui n'ont pas besoin et d'autres avec qui il faut valider. Mais je vous le valide. Ok, Daphné, c'est fait. Alors moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre petit call to action? C'est quoi votre premier petit pas là que vous allez réaliser dès demain après ce webinaire? N'hésitez pas à me mettre sur le chat. Moi, j'ai quelques pistes pour vous. Donc, vous inscrire au bootcamp le 6 octobre. Vous avez aussi tous nos replays sur YouTube. Join Indigo. On est également sur LinkedIn, Instagram. Donc, n'hésitez pas à suivre tous nos événements. Nous, on vous envoie le replay
de ce webinaire par mail avec le récap des points clés, donc partir de soi et de ses valeurs, identifier ses compétences transférables, construire une transition qui soit réaliste et actionnable, et avec plein de ressources que Emmanuel nous a préparées. Plus je vous remettrai aussi le mini guide que je vous ai préparé. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre aussi les webinaires qui ont lieu demain. Demain, on suivra Marianne dans les pas de poste de consultante RSE. Avec Fabien Séchère de Make Sense mercredi, on fait le point sur les tendances justement du marché. Et on finira cette belle semaine avec Mohamed qui donnera des conseils justement pour se reconvertir. Exactement. Laure. Et j'utiliserai pas mal de conseils qu'Emmanuel a énoncés en début de webinaire, notamment sur les compétences. Hein. Rien n'est à jeter, c'est un piédestal, il faudra s'en servir. Donc, je te remercie Emmanuel d'avoir introduit un petit peu le sujet de mon prochain webinaire. Merci. On n'a peut-être pas pu répondre à toutes vos questions. Bravo pour vos petits pas. C'est quand votre prochaine JPO? Du coup, il y a déjà jeudi avec Mohamed, mais je ne sais pas si tu en refais après. Il y en aura une ensuite, mais je parlerai aussi de la formation. Donc, Amina, n'hésite pas à t'inscrire justement à celle de jeudi et je pourrai répondre justement plus en détail sur le contenu de la formation, le format, le déroulé. Ce sera l'occasion. On a peut-être loupé des questions, donc si jamais, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur LinkedIn, que ce soit Emmanuel ou moi, et même Mohamed, il a aussi partagé son... t'as partagé ton lien, je crois. Ouais, et je vais encore le repartager au cas où. Voilà, si vous avez des questions, comme et ça, pourra vous aider à préparer ce projet de formation. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir. À bientôt, bon appétit. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Salut, au revoir. À très vite.